Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau de la télévision Futur Média. Notre invité ce soir, c'est le professeur Mamadou Aliou Diallo, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes spécialiste professeur de relations internationales. Vous enseignez également à l'ENA. Bonsoir, professeur Mamadou Aliou Diallo. Bonsoir, M. Diop. L'actualité forte au plan africain, c'est aujourd'hui le coup d'État intervenu au Burkina Faso. Beaucoup disent que cela n'est pas une surprise. Vous parlez comme tout ce beau monde. Merci beaucoup, M. Diouf. Je vous remercie déjà pour l'amabilité que vous avez eue en m'invitant sur ce plateau. Je veux dire pour le constater et le regretter, effectivement, que c'était tout à fait prévisible. Pourquoi? Prévisible dans la mesure où, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez suivi l'information récente. Oui. Le dernier sommet de la CEDEAO qui a eu lieu, à l'occasion duquel, justement, samedi dernier, sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Aujourd'hui, ceux qui sont à l'origine de ce coup d'État étaient dans les couloirs, même s'ils n'étaient pas officiellement là. Ils sont entendus dire que la CEDEAO n'était pas d'accord avec le Conseil constitutionnel burkinabé qui avait en réalité refusé de suivre la voie indiquée par la CEDEAO en consistant à dire qu'il ne fallait pas exclure, il fallait exclure du moins tous les anciens, je pourrais les appeler comme ça, tenants du pouvoir, qui étaient avec le président Compaoré. Oui. Ce que le Conseil constitutionnel burkinabé a récusé en disant que non, il faut les exclure d'emblée. Par conséquent, c'était tout à fait prévisible. C'était prévisible de ce point de vue-là, mais également c'était prévisible du point de vue de ce qu'on pourrait appeler la composition politique du pouvoir. Si vous regardez aujourd'hui ce qu'on appelle cette garde rapprochée de la présidente de la République, ce ne sont que des anciens collaborateurs de l'ancien président burkinabé. Aujourd'hui, les élections signifient quoi pour ces individus? Que vous allez perdre les privilèges que vous avez. Il faut se rappeler que justement cette garde rapprochée, garde de la sécurité présidentielle, c'est une armée dans l'armée. Qui a été maintenue par les autorités de la transition. Voilà. Est-ce que quelque part, ce n'est pas une erreur de leur part? C'est une erreur et justement c'est l'une des raisons que l'on pourrait invoquer pour justifier aujourd'hui ce qui est arrivé. L'autre élément, c'est quoi? L'autre élément, c'est que en réalité, à mon avis, la transition était très longue. La transition aurait été plus courte au moment où justement toute la vindicte populaire était en train de s'abattre sur les anciennes, voilà, pour dire que désormais vous n'avez plus à avoir un chapitre, allez-y, rentrez dans vos casernes et ensuite le pouvoir va appartenir au peuple civil. Moins d'un an, la transition, c'est assez long ça? À mon avis, compte tenu de la situation qui prévalait au Burkina Faso, il faut se dire que le président Compaoré avec sa junte ont fait presque plus de 20 ans au pouvoir. Ils ont eu le temps d'enraciner le tentacule sur l'ensemble du territoire. Il y avait un parti unique en réalité de fait, même si d'un point de vue de l'existence, on pourrait compter plusieurs partis politiques, mais qui sont muselés. Donc ce parti avait tous les pouvoirs. Et ceux-là, aujourd'hui, qui sont au pouvoir, qui ont pris le pouvoir, donc les tenants du coup d'État, ce sont les anciens privilégiés de ce régime qui se disaient, avec ces élections-là, nous allons perdre nos privilèges de point de vue institutionnel. Par conséquent, jouons notre dernière carte, faisons un barreau d'honneur, faisons en sorte que le pouvoir ne nous échappe pas. Quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Alors, on a vu qu'après le coup d'État, il y a eu des manifestations contre ce qui s'est passé. Il paraît même, selon certaines informations dossiers encore à vérifier, que le domicile même du général Diendéré a été incendié dans son village natal. Qu'est-ce que cela signifie comme réaction? Cela signifie deux choses. Est-ce que ça veut dire que le coup d'État est impopulaire? Le coup d'État est impopulaire. Celui qui est aujourd'hui à la tête de ce coup d'État, aujourd'hui la population n'est pas dupe. Celui-ci, il est perçu, et c'est la réalité, par la population burkinabé comme étant l'ancien bras droit de Compaoré. Que ce soit cet individu-là aujourd'hui qui prennent les médias et qui annonce la destitution, la déposition du président de la République, la dissolution du Parlement, ça fait mal au peuple burkinabé. Ça signifie que la révolution a échoué. Donc ils ne vont pas se le faire entendre de cette façon-là. Il faudrait justement qu'elle manifeste sa volonté de dire que le pouvoir nous appartient. Et le deuxième élément, je disais que le pouvoir, en réalité, il faut bien que les gens le comprennent une fois pour toutes. Le pouvoir politique, c'est un pouvoir qui est civil, c'est un pouvoir qui n'est pas militaire. C'est cet élément-là que la population burkinabé veut faire comprendre aujourd'hui à ces militaires, que ces caciques militaires en tant que tels. Le pouvoir militaire, c'est un pouvoir, certes, mais il est cantonné.
il est cantonné doublement. Il est cantonné d'un point de vue matériel. Le pouvoir militaire est cantonné dans la défense de l'intégrité du territoire. Il est également cantonné du point de vue territorial. Le pouvoir militaire est cantonné dans les camps militaires. Ça signifie que le militaire, quand il sort dans la rue, il a les mêmes droits et les mêmes obligations que le civil. Le pouvoir militaire ne prend le pouvoir qu'à des circonstances exceptionnelles en période de guerre. Et même pendant cette période de guerre, le pouvoir militaire appartient au chef de l'État qui est le chef suprême des armées. Oui. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est cet élément-là, c'est cet appel-là justement que le peuple burkinabé est en train de lancer aujourd'hui, non seulement à ce qu'on pourrait appeler cette nomenclature, à ce pouvoir politique, mais surtout également à la population burkinabé, à la population ouest-africaine, à la population africaine, pour dire que nous ne sommes pas d'accord, nous ne partageons pas justement les positions de ce peuple. Oui, et quelle analyse faites-vous de la réaction des partis politiques qui ont rencontré le représentant des Nations Unies au niveau de la sous-région ouest-africaine en lui demandant tout simplement de dire aux putschistes de libérer les autorités de la transition? Est-ce que cela signifie autant le coup d'État est impopulaire, autant les autorités de la transition ont un grand soutien de la population de façon globale? Oui, c'est tout à fait logique que l'opposition puisse faire appel justement à la communauté internationale par le biais, par exemple, du secrétaire général des Nations Unies, mais également à la CEDEAO, l'Union africaine en tant que telle. Mais à mon avis, c'est les termes de l'appel, à mon avis, qui sont insuffisants. Il faut le dire pour le souligner. Insuffisants en ce sens qu'en demandant simplement de libérer le président, certes, il faut le dire, mais la meilleure chose qu'il fallait dire, c'est que vous êtes illégitime. Nous ne vous reconnaissons pas. Je voudrais que la communauté internationale puisse dire à ces individus que nous ne les reconnaissons pas. Aujourd'hui, regardez ce que Ban Ki-moon a dit. Ban Ki-moon aujourd'hui demande à ce que ces militaires, en tout cas le président de la transition, soient libérés. Que ceux qui sont emprisonnés avec lui soient libérés. Et on s'en arrête là. Ça signifie quoi? Oui. Ça signifie que donc vous avez la possibilité. On dit encore respecter les droits de l'homme. Oui. Respecter les droits de l'homme, à mon avis, on tourne autour du pot. La meilleure solution aurait dû être de dire vous n'êtes pas légitime. Personne ne vous reconnaît, remettez le pouvoir aux ayants droit. Surtout que nous sommes à des échéances très proches des élections. Oui. Vous perturbez l'ordre public en tant que tel. Cela aura sans doute des impacts sur le processus électoral au Burkina Faso. Mais, professeur, quel lendemain pour des putschistes qui ne sont pas populaires dans leur propre pays? Les conséquences? Vous savez, on dit que tout individu dans un État donné a l'obligation de respecter la loi. Nul, dit-on, n'est censé ignorer la loi. Oui. On respecte le pouvoir. Mais tant que le pouvoir est légitime, il faut le respecter. Mais quand le pouvoir oppresse l'individu, parce que l'objectif du pouvoir, c'est quoi? C'est d'une part assurer l'intégrité territoriale, c'est protéger les individus et assurer le bien-être individuel et collectif. Dès l'instant que le pouvoir faillit à cette mission, il y a la légitimité qui appartient au peuple de se soulever. Par conséquent, ce pouvoir, il se dira que quand on prend les armes par le pouvoir, on périra également par le pouvoir. Et le peuple burkinabé est suffisamment mature pour faire comprendre ce langage-là justement au tenant du pouvoir actuel. 2 coups d'État en une seule année. Voilà. Est-ce que cela signifie que le Burkina Faso est parti pour s'installer dans une spirale de coups d'État? Si on y prend pas garde, bien naturellement. Oui, c'est tout à fait, la question elle est pertinente. Vous savez, si vous regardez aujourd'hui la composition sociale ou bien même politique du Burkina Faso, vous vous rendez compte que le pouvoir politique en tant que tel, il est entre les mains réellement du pouvoir, de cette garde républicaine rapprochée. Ce sont ceux-là qui détiennent le pouvoir. Ce sont ceux-là que Blaise Compaoré avait donné des privilèges. Oui. Ce sont ceux-là aujourd'hui qui font et défendent justement les tenants du pouvoir en tant que tel. À mon avis, de ce point de vue-là, il faut bien comprendre qu'au Burkina Faso, tant qu'on n'a pas réglé, permettez-moi l'expression, en tout cas le problème justement à cette jeune militaire, à cette armée, dans cette armée du Burkina Faso, on ne sera pas encore sorti de l'auberge. Donc on aura encore des coups d'État qui vont se succéder, surtout tant que, en tout cas, ceux qui détiennent le pouvoir ne conjuguent pas le même verbe dans le même temps que justement que cette garde approchée de la présidence de la République. Autre pays qui est aujourd'hui au devant de l'actualité, même si il est éclipsé par la situation au Burkina Faso, la Guinée-Bissau, avec une longue crise politique qui va quand même durer quelques semaines si on fait le décompte. Comment comprenez-vous cette situation instable dans ce pays? Oui, vous savez, c'est malheureux de le dire, que la Guinée-Bissau, le Burkina Faso et même la Guinée d'à côté ont à peu près des problèmes similaires.
C'est le problème... L'entente de la classe politique. C'est du pouvoir politique en tant que tel. Vous savez, quand on dit que théoriquement dans un État, il y a 3 éléments constitutifs, il y a un territoire, il y a une population, mais également il y a un pouvoir politique. Le pouvoir politique, il pose problème dans ces 2 États-là. En ce qui concerne le cas particulier de la Guinée-Bissau, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que le pouvoir politique est entre les mains d'une junte militaire tapie dans l'ombre. Contrairement à ce qui se passe au Burkina Faso, où ces militaires ont le pouvoir de force au vu et au su de tout le monde. Ils sont identifiés. Ils sont identifiés. Ici, ce sont des individus qui sont tapis dans l'ombre. Regardez depuis Ansoumana Mané, combien de présidents sont passés sous les coups des militaires en tant que tel. Aujourd'hui, on a beau être élu, donc on a beau être légitime en Guinée-Bissau, tant qu'on ne conjugue pas également le même verbe avec ces militaires, en réalité on ne pourra pas avoir un État stable. L'autre élément, c'est quoi? C'est qu'il ne faudrait pas s'en cacher. Cette junte militaire guinéenne de Bissau, elle est en rapport étroit avec ce qu'on appelle les narcotrafiquants. Tant qu'on ne règle pas, tant qu'on ne va pas dans le sens, je m'excuse de le dire devant une télévision. Je parle d'un État indépendant et souverain, mais c'est tout à fait ça. Moi, je suis un scientifique. C'est le drame de la Guinée-Bissau. Voilà. Donc, c'est ça le problème. Donc, tant que le trafic de drogue. Voilà, le président actuel ne conjugue pas le même verbe, justement, que ces militaires, à mon avis également, la situation ne pourra pas se stabiliser. Ce que je pourrais dire, peut-être contrairement à ce qui se passe au Burkina, c'est qu'en Guinée-Bissau, presque l'État est absent. On n'a presque pas d'État. Et c'est ça le problème. Le pouvoir, il est fragile. Le pouvoir est entre les mains, non pas de la population, mais entre les mains des narcotrafiquants. Et c'est regrettable de le dire. Oui. C'est regrettable. Autre pays, la Guinée-Conakry, qui va vers des élections ou vers une élection présidentielle dans quelques jours. Et est-ce qu'on peut parler d'élections à risque compte tenu de la nature des relations actuelles entre le pouvoir et l'opposition? Oui, vous savez, le cas particulier de la Guinée-Conakry, il est un tout petit peu sociologique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, contrairement à ce qui se passe au Sénégal, où il y a ce qu'on pourrait appeler le commun vouloir de vivre ensemble, la population. Vous êtes Sérère, je suis Peul, donc nous sommes des cousins à plaisanterie. Cette commune volonté de vivre ensemble n'existe pas en Guinée. En Guinée, vous avez beau être quelqu'un de docte, de compétent dans votre domaine. Mais tant que vous n'appartenez pas à l'ethnie au pouvoir ou bien à la classe au pouvoir, vous êtes exclu. Donc c'est en ces termes-là que le problème se pose. Aujourd'hui, il y a une fracture sociale au sein de la Guinée. Donc quand vous appartenez à une certaine ethnie, vous devez nécessairement appartenir à un tel parti politique. Donc les partis politiques sont ethnicisés. Donc voilà pourquoi je dis que pour la Guinée, c'est un pays qui n'est pas encore au 21e siècle, peut-être je l'ai classerai au 18e siècle en tant que tel. Donc le problème qui se pose, c'est celui-là. Aujourd'hui, c'est les Maninka, les Soussous contre les Peuls. Vous comprenez, c'est ce problème-là que se pose aujourd'hui. Et ce sont des problèmes qui sont difficiles à résoudre dans la mesure où c'est des réactions épidermiques. Ce n'est pas dans la tête par la tête que les gens réfléchissent, mais c'est par le cœur, c'est par les sentiments. Ce qui fait qu'en Guinée également, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Les violences... Oui, mais est-ce que la Guinée peut sortir intacte de cette élection présidentielle ? À votre avis? À mon avis, ce sera difficile. Je ne vais pas jouer aux oiseaux de mauvais augure. Mais ce que je puis dire tout de suite, en regardant les ingrédients qui sont là, je ne suis pas sûr qu'on aura des élections apaisées, même si on le proclame comme ça, qu'on aura des élections apaisées à l'occasion des joutes électorales qui auront lieu en octobre en Guinée. Dernière question. La Guinée-Conakry avec des partis politiques ethnicisés, la Guinée-Bissau avec un pouvoir dans la rue, ensuite, le Burkina Faso avec une armée politisée. Quel espoir pour l'Afrique, finalement? Il ne faut pas baisser les bras. Vous savez, moi, je suis panafricaniste. J'aime l'Afrique. Je me dis que il est très bon que justement que les termes s'expriment de façon aussi claire. Parce que dès l'instant que les termes sont clairs, à mon avis, les solutions peuvent arriver. Je souhaite, vous allez me dire, oui, je souhaite qu'il y ait en tout cas ce qu'on pourrait appeler dans ces 3 pays la flamme qui va germer dans la tête des individus pour qu'ils puissent se dire cette Afrique-là, ce Burkina, cette Guinée-Bissau, cette Guinée-Conakry, c'est d'abord notre pays. Il faudrait que nous le construisions. Pour le construire, on ne peut pas le faire dans la paix, sans la paix. Il faudrait nécessairement que la paix puisse régner. Il faudrait que le pouvoir ne soit pas un pouvoir patrimonial. Il faudrait ce que je pourrais appeler institutionnaliser le pouvoir, dire que le pouvoir doit être distinct de la personne de son chef, mais surtout le pouvoir doit reposer sur des textes pérennes et préalables.
Ces textes-là doivent être respectés. Pas plus tard que récemment, même au moment où on parle, oui. L'Institut international des droits de l'homme de Strasbourg est en train justement d'animer des séminaires sur la question des droits de l'homme. Il faut que les droits de l'homme soient les fondements du pouvoir. Il faudrait que ceux qui détiennent le pouvoir ne sentent pas, ne disent pas que je vais me servir du pouvoir, mais il faut qu'ils se disent je vais servir le pouvoir. Si c'est le cas, à mon avis, les gens seront un tout petit peu réticents pour dire donnez-moi, merci, professeur Mamadou Aliou Diallo. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialiste des relations internationales, enseignant également à l'ENA. À vous, Bouba, nous étions donc avec le professeur Mamadou Aliou Diallo. Excellente soirée chez vous.